Alors, on reprend le cas pratique parce que la dernière fois, on avait commencé et puis on s'est arrêté sur un exercice qui va devenir l'essentiel de votre activité en tant que juriste, puisque vous allez donner des conseils. Et ces conseils, vous allez les donner par rapport à des histoires qu'on va vous raconter, par rapport à des situations. Donc, c'est se mettre en situation, c'est le cas pratique. Donc, on va vous poser la question de savoir quel est le résultat, quelle est la loi applicable, si quelqu'un, par exemple, a commis quelque chose, est-ce qu'il est responsable ou non? C'est ça, le cas pratique. Donc, c'est solliciter auprès d'un juriste ce qu'on appelle un avis juridique. Donc, c'est ce que on va vous demander à l'issue de votre formation de juriste. Donc, le cas pratique, si on doit le transposer, c'est l'étude de cas. En règle générale, pendant un examen, les professeurs vont vous donner une histoire qu'ils vont imaginer avec un certain nombre d'informations. Peut-être que le professeur va mettre à l'intérieur des pièges. Dans la plupart des cas, c'est ce qu'il va faire. Il va noyer le sujet avec plusieurs informations, des informations qui parfois ne sont pas utiles. Donc, à vous de vérifier quelle est l'information qui est utile, quelle est celle qui est pertinente. Vous devez opérer un tri. Donc, le cas pratique, c'est mettre l'étudiant de droit en condition comme s'il était avocat, ou le cas inverse, ou s'il était un juge et comment il statuerait en l'espèce. En l'espèce, ça veut dire par rapport à un cas d'espèce, par rapport à une situation qui est propre. Alors, vous vous rappelez, on avait vu, quand on a fait la fiche d'arrêt, en commentaire d'arrêt, on commence toujours par le même point qui est la qualification juridique des faits. Exactement. Pourquoi? Parce que tout part des faits. Le juge ne statue pas sur des choses virtuelles, fictives. Il statue sur des choses qui sont existantes, des faits qui ont été, par exemple, au niveau pénal, quelqu'un a commis une infraction. Donc, il faut savoir d'abord si oui ou non il y a une infraction. Donc, pour savoir si oui ou non il y a une infraction, je dois regarder les faits. Je vous donne un exemple. Vous n'avez pas encore commencé votre cours de droit pénal. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que le juge ne peut pas inventer des peines de son propre chef. C'est pas le juge, un jour, il se réveille, il se dit, bah moi, les peines qui sont dans le code pénal ne m'intéressent plus, je vais inventer des nouvelles peines. Je ne sais pas, quelqu'un qui a conduit en état d'ivresse, eh ben, il va lui dire, maintenant, tu vas prendre une pancarte et tu vas tourner dans la ville en disant, je suis un ivrogne. Est-ce que c'est une peine? Non, parce que le juge est limité et il est contraint par ce qu'il y a dans le code pénal. Il ne peut y avoir de peine que si le législateur l'a prévu. Donc, dans le cas pratique, si par exemple, quelqu'un a commis une faute, mais cette faute, ou cette maladresse, ou ce comportement-là, n'est pas sanctionné par le code pénal, ben, au final, vous allez dire que ce comportement, peut-être qu'il est immoral, mais n'est pas sanctionné par le code pénal. D'accord? Vous avez un voisin qui s'habille toujours en jaune poussin et qui sent mauvais. D'accord? Bon, je donne l'extrême. Est-ce que il peut être poursuivi pour une infraction? Non. Donc, quand bien même il est détestable, quand bien même c'est quelqu'un de... Pour autant, quand vous allez faire votre cas pratique, vous allez voir que le code pénal ne prévoit pas de sanction pour quelqu'un qui sent mauvais. Il n'y a pas de sanction pour quelqu'un qui arbore des tenues fluorescentes. Donc, le comportement de votre voisin qui s'habille en jaune et qui sent mauvais n'est pas répréhensible. D'accord? Donc, je vous donne des exemples qui sont un peu bizarres pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de cet exercice. Alors, toujours le cas pratique, il y a un conflit, il y a un problème. Ça peut être un problème de voisinage, ça peut être une infraction, ça peut être quelqu'un qui a subi un dommage. Il faut déterminer qui est le responsable. Donc, c'est l'étudiant qui va commencer à explorer les faits. Il va déterminer quels sont les faits qui sont pertinents, ceux dont je n'ai pas besoin en l'espèce.
qui sont juste mis là par le professeur pour tester ma capacité de sélection des faits qui sont pertinents. Ensuite, ces faits-là, je les fais rentrer dans une machine qui s'appelle la qualification juridique. Parce que moi et mon client, si je suis avocat, nous ne parlons pas le même langage. Par contre, moi et le juge, on a le même langage. Donc, c'est le langage juridique. Donc, je vais traduire une situation avec des termes juridiques. On avait vu ça la dernière fois. J'essaye juste de reprendre pour qu'on puisse voir la continuité de l'exercice. Donc, l'étudiant, il devra d'abord faire cet exercice de qualification juridique des faits. Également, on va mettre l'accent sur les problèmes que l'étudiant va devoir découvrir. Peut-être que dans le cas pratique, vous allez déjà avoir le problème qui va être soulevé. Ça, c'est un cas pratique qui est facile. On appelle ça le cas pratique fléché. C'est-à-dire que vous savez dès le début à peu près quel est le problème soulevé par cette situation. Parfois, c'est pas apparent. C'est à vous de découvrir quel est le problème. Donc, c'est un exercice pratique, mais qui demande un raisonnement. Il y a une démarche particulière. Comme les 5 étapes qu'on a vues dans la fiche d'arrêt, vous avez des étapes à suivre pour le cas pratique. Et on retrouve les mêmes éléments. Première chose, je vais qualifier les faits. Deuxième chose, je vais identifier les problèmes. D'accord? Qui a un problème avec qui? Alors, c'est une démonstration qui se fait de manière logique et c'est un examen du cas pratique qu'on peut commencer déjà en première année avec des matières comme l'introduction à l'étude du droit ou aux sciences juridiques. Et puis, je trouve que la matière qui se prête le plus au cas pratique, c'est le pénal, le droit des affaires, le droit civil. Vraiment, ce sont des matières qui vraiment s'adaptent très facilement au cas pratique. Alors, pour éviter de tomber dans des pièges, tomber dans le hors-sujet, pour éviter aussi de déballer du cours, parce que le cas pratique, je suis pas là pour déballer du cours, je suis là pour coller aux faits. Pareil que dans le commentaire d'arrêt. Je vais pas m'éloigner de ce qui est des faits qui sont décrits dans le cas pratique. D'accord? C'est pas un exercice pour montrer au prof que je connais mon cours par cœur. Pas du tout. Il faut déjà, attention, quand on a un cas pratique, il faut lire plusieurs fois le sujet. Pourquoi? Parce que il y a un moment où il va falloir faire, par exemple, une chronologie des faits. Parce que des fois, dans le cas pratique, les faits, ils sont pas mis dans l'ordre. C'est fait exprès. C'est à vous de les remettre dans l'ordre. Et surtout, quand vous voyez que les faits ne sont pas dans l'ordre, vous devez vous dire peut-être qu'il y a une chronologie à suivre. Une chronologie, par exemple, pour déterminer qui est responsable, pour voir par exemple aussi l'application de la loi dans le temps. Si quelqu'un se retrouve avec une nouvelle loi qui est beaucoup plus favorable, ben vérifier est-ce que ça s'applique à lui. D'accord? Donc c'est pour ça exactement, ce sera la plus douce qui sera qui sera applicable. Donc n'hésitez pas à faire des schémas, des frises chronologiques, vous savez, où on dit voilà qui a eu l'accident à telle date. Ça, vous le faites au brouillon quand vous faites le cas pratique. Donc, la structure du cas pratique, elle est presque identique à celle de la fiche d'arrêt. La démarche est la même. Sélectionnez les faits pertinents à la qualification juridique. Vous pouvez faire cet exercice, je vous l'ai dit la dernière fois, en une seule fois. Vous faites un résumé des faits et ensuite vous les qualifiez juridiquement. Vous pouvez le faire en une seule fois. Ensuite, identifier les problématiques, les problèmes de droit. D'accord? Est-ce que la personne, est-ce que au regard des faits, est-ce qu'il y a une responsabilité ou au contraire, la responsabilité, elle est automatique? Je vous donne un exemple. Et puis ensuite, en fonction de cette problématique, vous allez dire, ah ben ça touche à la responsabilité, donc ça touche au droit civil. Le droit civil au Maroc, c'est le DOC. Dans le DOC, il y a une partie sur la responsabilité. Est-ce que c'est une responsabilité contractuelle, délictuelle? Et je procède de cette manière-là pour arriver à la règle de droit qui est applicable à l'espèce. Ensuite, en dernier point, pour vérifier si la règle que j'ai choisie, elle est conforme à la situation, eh ben, je vais les faire matcher. Je vais regarder par exemple
dans la question de la responsabilité, d'accord? Il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait subi un dommage, d'accord? Et il faut que la faute et le dommage, ils soient en lien direct. C'est cette faute-là qui a conduit à ce dommage-là. Donc, ces trois conditions, eh ben, je vais vérifier si, dans le cas d'espèce, vous avez cette réunion de ces conditions. Vous savez, des fois, dans des dispositions, vous avez des réunions vous avez des conditions qui sont cumulatives. Des fois, vous avez des conditions qui sont, le contraire, alternatives. C'est soit ça, soit ça. Donc, c'est ça, matcher. C'est-à-dire que la loi va poser des conditions pour être applicable. Et vous allez vérifier avec les faits que vous avez dans votre espèce si ça rentre dans les cases prévues par la loi. Est-ce que on a bien les conditions demandées par le législateur? Donc ça, c'est de la théorie. Mais j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour faire avec vous un cas pratique en entier, un commentaire aussi d'arrêt ou même une dissertation. Donc les étudiants de la semaine dernière m'ont demandé, madame, est-ce que vous pouvez nous donner la méthodologie de la dissertation? Et on va la faire ensemble aujourd'hui. Donc, à chaque fois que je vais identifier un problème, à chaque fois j'aurai une argumentation en fonction du problème. Donc le plan du commentaire d'arrêt, c'est un plan de parties, de sous-parties. Le cas pratique, c'est différent. C'est j'identifie les problèmes. À chaque problème, je vais avoir une démarche qui est qualification des faits, problème, ensuite la règle de droit, l'application dans l'espèce. Et parfois, je vais devoir régler des questions avant d'autres. Alors, c'est le cas pourquoi? Qu'est-ce que des fois, j'ai besoin de régler une première question avant une autre? Alors, oui, d'accord. Chronologie de l'infraction. Je dois d'abord avoir peut-être des questions préalables avant. Une autre aussi, ça c'est bien. Vous avez par exemple en cas de... Une femme vient demander le divorce. Quelle est la question que je dois régler préalablement? Pourquoi? Non, pas du tout. Les causes? Non, pas du tout. Non, après. Non. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un demande le divorce? Quelle est sa situation antérieure? Le mariage, très bien. Vous me dites, mais oui, mais si elle demande le divorce, c'est qu'elle est mariée. Mais des fois, la question n'est pas si évidente que ça. D'accord? Peut-être que le mariage, il était fait sous une forme coutumière. C'est des gens qui n'ont pas eu de transcription de l'acte de mariage. Comme on dit, Joujou, le fait, donc il n'y a pas d'acte de mariage. Donc au préalable, qu'est-ce que je vais devoir faire? Prouver, très bien, je dois prouver d'abord qu'il y a eu mariage avant d'envisager le divorce. Vous comprenez que quand le cas pratique, c'est pas la même chose que le commentaire d'arrêt. Des fois, je dois traiter les questions au préalable avant de traiter la question qui m'est demandée dans le cas pratique. Surtout si on vous dit Madame Flynn demande le divorce, ils se sont mariés dans les années 60, ils vivaient dans, je sais pas, la campagne de telle ville, le mariage a été célébré lors d'une fête avec la famille devant les membres du village. Devant les membres du village. Donc ça vous donne des idées sur quoi? Ils ont été mariés devant témoins. Voilà, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas mariés devant l'adoul qui va fournir un acte de mariage. Donc pour divorcer, il faut qu'il régularise la situation du mariage. Si elle veut divorcer, donc c'est à elle qu'elle devra faire quoi? Si dans le cas pratique, elle va devoir réunir 12 témoins à l'époque pour attester qu'elle était bien mariée avec telle personne. À ce moment-là,
Quand elle aura eu son acte de mariage, elle pourra ensuite demander le divorce. C'est ce qu'on appelle les questions préalables. D'accord? Donc, si je veux d'abord traiter du divorce, il faut d'abord que si par exemple dans le cas pratique, oui? Là, elle était mariée. Oui, mais pendant très longtemps, le mariage coutumier, il était reconnu. Il était reconnu. Et après, il fallait juste en fait apporter les preuves du mariage. Mais pendant très longtemps, c'est pour ça que maintenant, en fait, dans les campagnes, pendant le souk hebdomadaire, vous avez les notaires musulmans qu'on appelle les adouls qui vont dans les marchés pour marier les gens, pour éviter ces problèmes-là. Et je vais encore plus loin. Maintenant, vous avez même des juges qui se déplacent à la campagne pour faire des instances. D'accord? Pour tout ce qui est divorce, pour tout ce qui est reconnaissance des mariages qui étaient anciens. Vous avez des gens qui ont des enfants et des petits-enfants et ils n'ont même pas d'acte de mariage. Oui, et pendant très longtemps, on a laissé cette période où on pouvait faire reconnaître les mariages qui étaient... Mais je vous donne un cas pratique, puisque c'était un que j'avais vu, où avant de régler le cas du divorce, il fallait régler d'abord exactement la situation du mariage. Je vous ai donné cet exemple qui est parlant pour vous montrer que parfois, il faut régler des choses avant de continuer dans le cas pratique. Et les informations sont données dans le cas pratique. Donc, vous allez traiter différents problèmes. Donc, chaque problème, ça va être la même démarche. Les faits, le problème, la règle de droit applicable et l'application de la règle de droit à l'espèce. Et vous faites ça pour chaque problème. Bien évidemment, il faut que ce soit organisé. Plus vous avez de problèmes, plus vous allez suivre cette démarche. Qualification juridique des faits, ensuite problématique, règle de droit, application en l'espèce de la règle de droit, pour vérifier que j'ai bien appliqué la bonne règle de droit. Donc, quand je fais une introduction dans un cas pratique, je vais faire une qualification des faits, un résumé des faits. Je vais donner une problématique globale, mais je sais qu'à l'intérieur, je vais développer d'autres sous-problématiques qui seront spécifiques, comme dans le cas que j'ai évoqué. La personne veut divorcer, ils ont 7 enfants, donc il est question du divorce, il est question de la pension alimentaire, il est question de quoi encore en matière d'indemnité pour la femme? Mota, donc voilà, il y a un certain nombre de choses donc à régler. Donc ça c'est le divorce, les conséquences du divorce. Mais aussi j'ai d'autres questions à traiter par rapport à l'acte de mariage. Et puis après je vais faire une annonce de plan. Et l'annonce de plan, elle va, en quelque sorte, organiser la structure de ma pensée et surtout de la réponse à la problématique. D'accord? Donc, à l'intérieur, pareil, je vais faire cette organisation. Ne l'oubliez pas. Oui, chaque fois que je viens faire cours, le chat vient. Vous l'avez déjà vu venir? Ouais, tout le temps. C'est parce que j'ai un chat, peut-être qu'il sent que j'ai un chat, donc... Alors, c'est ce syllogisme que vous devez faire. La règle de droit, l'application à l'espèce, et puis à la fin, vous faites la solution pour tout le problème. D'accord? Quand vous rédigez votre cas pratique, vous faites la solution pour tout le problème. Donc, c'est... Il a fait ses ongles, ses griffes, pardon. La règle de droit, ça peut être quoi? On a dit, ça peut être la Constitution, ça peut être la loi, ça peut être les conventions internationales, ça peut être aussi la jurisprudence, d'accord? Tout ce que vous pouvez trouver comme disposition qui peuvent trouver une solution à votre problème. Alors, c'est important de mettre... Non, par exemple, vous allez dire, vous allez mettre la disposition qui concerne votre cas. Par exemple, l'article 77 du DOC dispose, voilà, et ensuite,
vous allez prendre cet article-là et vous allez en quelque sorte le convertir à votre cas. Parce que vous savez très bien que la loi, elle est générale, elle n'a pas prévu tous les cas. Votre cas, vous devez vérifier qu'il s'adapte bien à la disposition que vous avez choisie et que vous avez mis dans votre cas pratique. Et des fois, c'est à ce moment-là qu'on trouve peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être qu'on a choisi la mauvaise disposition, puisque quand on fait ce process de matching avec la loi applicable, eh ben, on se trouve qu'on a peut-être choisi la mauvaise règle de droit. L'application de la règle de droit au fait de l'espèce, c'est en quelque sorte la continuité de l'argumentation. J'ai trouvé le problème, j'ai trouvé la règle de droit, et maintenant, je vais démontrer à mon lecteur que cette règle de droit, c'est bien celle qui convient à cette situation. Donc, je vais la transposer au cas de l'espèce. Donc, il faut indiquer si ou non les conditions elles sont remplies. Ou au contraire, je peux dire une disposition et puis dire, bah en fait, les conditions ne sont pas réunies, donc la personne n'est pas coupable. Je vous donne un exemple. Si par exemple, c'est en matière de droit pénal, les conditions par exemple, pour le vol. Le vol en droit pénal, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Si quelqu'un te dit, tiens, prends ça, et tu le prends, mais tu le rends pas, est-ce que c'est du vol? Non. Ça peut être une autre qualification qui serait peut-être de l'abus de confiance. Exactement. Mais c'est pas du vol. Donc, vous allez faire votre démarche et vous allez dire, parce que si par exemple, dans le cas pratique, on vous dit qu'il a été poursuivi pour vol, vous pouvez dire, bah non, la personne a remis volontairement. Si on regarde les dispositions du code, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, il n'y a pas eu de soustraction, il y a eu au contraire, il y a eu la remise volontaire de la chose qui appartenait à cette personne. C'était une remise volontaire. Et donc voilà, ça vous permet de matcher, d'accord? Et de dire que vous pouvez même dire cette règle de droit ne convient pas. Et qu'il était préférable que le juge aille sur le terrain de l'abus de confiance. Et là, dans cette espèce, effectivement, il y a une remise volontaire de la chose d'autrui. Mais elle s'attendait à la personne qu'on lui restitue. Ensuite, vous avez, dernière étape, la solution de droit. Ça veut dire que vous avez fait le matching entre la règle de droit et les cas de l'espèce. Et maintenant, il faut répondre à la question. Bien évidemment, le cas pratique, vous n'êtes pas là pour faire de la prose, vous devez être efficace. D'accord? Dire, voilà, la règle en l'espèce s'applique, les conditions sont réunies. Effectivement, il ne doit pas être poursuivi au regard de l'article tant du code pénal pour vol, mais plutôt sur le terrain de l'abus de confiance. Stop. D'accord? Parce que ça vient en fait conclure votre raisonnement juridique que vous avez fait de la qualification des faits jusqu'à le matching entre la règle de droit et l'effet de l'espèce. Alors, on en a terminé avec le cas pratique. Maintenant, je vais vous donner un exercice aussi. On avait parlé du commentaire d'affirmation. Là aussi, c'est un exercice qui est nouveau dans les facultés françaises. Pareil, qui a été inventé par un professeur et qui est le cas pratique inversé. Donc ça, c'est le cas pratique normal qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, il a inversé le cas pratique. Et qu'est-ce qu'il va demander à l'étudiant? Il va donner un problème, une formulation abstraite, et puis il va dire à l'étudiant, à toi d'imaginer les faits. Donc, voilà, exactement, c'est l'inverse. C'est à l'étudiant d'envisager une fiction avec ce problème de droit, avec cette formulation. Donc, c'est une phrase, une situation qui est à réfléchir, c'est une règle générale. Et puis c'est à l'étudiant de lui donner vie, de lui donner des personnages, de lui donner une situation. Donc ça demande un peu plus d'imagination à l'étudiant. Parce qu'avant, c'était du travail qui était déjà tout fait. C'était le professeur qui imaginait la situation et c'était à l'étudiant de résoudre le problème. Là, on encourage l'étudiant à
à envisager une fiction, une histoire et donner vie à un problème. Alors ça aussi, c'est un peu bizarre comme démarche, mais je trouve que c'est un exercice qui est intéressant. Ça oblige l'étudiant à se projeter dans les règles de droit. Parce que quand on étudie le droit, parfois c'est des règles générales, impersonnelles, elles sont abstraites, ce que vous avez vu dans les critères de la règle de droit. Mais parfois la règle de droit, il faut lui donner vie. Et je pense que cet exercice-là, il est bien fait. Donc, il ne doit pas répondre à des questions de manière débiter du cours, écrire je sais pas, tout ce qu'il connaît sur le sujet par rapport à son cours qu'il a appris par cœur. Non, pas du tout. On va lui demander de réfléchir pareil que si c'était le cas pratique, sauf qu'il va le commencer de la fin, d'accord? C'est à lui de reprendre tout, mais de manière inversée. Ça veut dire que il va prendre la règle de droit, il va essayer de trouver un problème, il va également imaginer des protagonistes, une situation, et il va faire cette opération de matching. L'importance de la fiction. Vous vous rappelez, je vous ai dit toujours le juge, il s'imagine la personne raisonnable, le bon père de famille, qui respecte l'ordre public, qui ne fait pas d'actes contraires aux bonnes mœurs. Et bien cet exercice-là, il aide à la fiction, à créer la fiction et à s'imaginer cette personne raisonnable quand on a besoin de faire cette fiction, mais aussi imaginer les situations où ce serait au contraire une personne qui serait pas du tout raisonnable. Donc c'est à toi, étudiant, de présenter cette situation de manière factuelle et d'imaginer ces personnages avec cette situation et l'illustrer avec une problématique. Donc voilà pour le cas pratique inversé. C'est vrai que c'est pas un exercice qui est donné dans les universités marocaines. Peut-être que ça va venir, mais je trouve que c'est un bon exercice. Alors, on va passer à notre séance d'aujourd'hui sur la rédaction, la synthèse et la schématisation. Alors, pour traiter de la rédaction et de la synthèse, j'ai décidé de travailler sur la dissertation. Parce que la dissertation, ça amène la rédaction, mais ça amène également l'esprit de synthèse. Pourquoi? Parce que quand vous faites une dissertation, vous ne pouvez pas parler de tout. Vous êtes obligé de synthétiser, mais également de sélectionner. Donc, je sais que vous allez avoir des examens qui contiennent des dissertations. Donc là, je vais vous donner la méthodologie de la dissertation. Alors, la dissertation en droit, c'est différent de la dissertation qu'on a eue au lycée. Rien à voir. La dissertation en droit, elle va mobiliser à la fois des connaissances juridiques, de l'argumentation, et ça, on l'a vu bien avant. Vous vous rappelez quand on a vu le type d'argumentation et l'interprétation. Parce que vous devez organiser vos idées. Et vous devez organiser vos idées autour d'arguments. Ces arguments, il faudra les illustrer. C'est vrai que la dissertation, c'est un exercice qui est théorique. Mais théorique, ça ne veut pas dire que je peux tout écrire, aller dans tous les sens. Non, il faut rester dans un cadre et il faut s'y conformer. Parce que le risque de la dissertation, c'est quoi? Exactement, très bien, c'est le hors-sujet. Et c'est très facile de tomber dans le hors-sujet en dissertation. Parce que quand on ne cadre pas dès le début, quand on ne colle pas au sujet, je reviens toujours à ce mot-là. Il faut coller. Coller au fait, coller à l'arrêt, coller au sujet en matière de dissertation. Retenez bien ce mot quand vous faites l'examen, coller. Pourquoi? Si vous vous écartez du sujet, vous tombez dans le hors-sujet. C'est quoi? Imaginez-vous, vous êtes sur un fil, vous marchez dessus.
Si vous restez sur le fil, vous n'allez pas tomber. Mais si vous commencez à vous écarter du fil, vous allez tomber. Exactement, et c'est la même chose pour la rédaction de la dissertation. Il faut surtout coller au sujet. L'étudiant, pour faire une dissertation, il faut qu'il ait des connaissances en béton. Je vous le dis tout de suite. Je sais que vous avez votre cours de droit constit, il faut le connaître par cœur. Et quand il n'est pas suffisant, il faut lire. D'accord? Il faut avoir de la documentation, il faut lire des ouvrages. Parce que le prof, il ne peut pas tout expliquer en cours, ce qui est normal. Donc, c'est à vous de faire ce travail-là. Donc, c'est quoi? C'est lire de la doctrine. Vous avez le Lexis.ma et vous avez le Lexis 360. C'est des mines d'informations qui sont considérables. Vous pouvez également lire le droit constit comparé. D'accord? Ce qui fait en France, parce qu'en France et au Maroc, on a à peu près la même constitution. La constitution de 2011, c'est une réplique de 1958 de la 5e République en France. D'accord? Donc, essayez de lire un maximum pour avoir le maximum de contenu. Pourquoi? Parce que vous devez remplir cette dissertation. Si vous n'avez pas de contenu, vous ne pouvez pas aller bien loin. Et aussi, pas en termes de contenu, en termes de problématiques. Si vous n'avez pas assez lu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas assez problématiser et vous n'avez pas de moyens pour argumenter. Donc, tout repose sur cette connaissance que vous devez amasser. Également, ça va vous demander un esprit de synthèse parce que le sujet, la dissertation, c'est une durée limitée. D'accord? Et donc, s'il est limité dans le temps, ça va être limité au niveau du contenu. Donc, il faudra synthétiser et il faudra sélectionner. Également, quand vous faites une dissertation, il faut avoir cet esprit critique. Donc, l'organisation de la pensée, elle va se faire de manière critique. Et puis aussi, je vois beaucoup sur des forums. Je vois également sur pas des forums, sur Facebook, des groupes d'étudiants. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un plan pour ce sujet. Et ils apprennent en fait des plans par cœur pour les concours de master, pour essayer de prévoir les examens de fin d'année. Non, c'est pas ça la méthodologie. Je vous donne une méthodologie pour que vous puissiez faire toutes les dissertations. C'est comme quelqu'un, vous lui donnez plein de poissons. L'idéal, c'est de lui apprendre à pêcher. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la dissertation. Vous apprenez à faire cette dissertation. Vous apprenez la méthodologie, vous allez maîtriser la méthodologie de la dissertation pour toutes les dissertations, que ce soit à l'université ou que ce soit pour les concours. Donc, c'est un truc à maîtriser dès maintenant. Première chose, évitez, quand vous faites votre dissertation, je vous dis ça d'un regard extérieur. Donc, quand des fois les étudiants voient le sujet, ils disent « Ah ouais, ça correspond à la section 2 du cours ». Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tête baissée, tac, 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 je débite tout le cours. Sans organisation, sans rien du tout. Non. Donc, j'organise ma pensée et la dissertation, c'est pas débiter du cours. C'est éviter de se retrouver face à un étudiant qui débite un manuel ou voilà, il débite ses cours. Je sais que c'est très tentant parce que des fois, on a appris son cours par cœur, mais non. Il faut se retenir et il faut vraiment organiser sa pensée de manière structurée. Et c'est pour ça que je vous ai dit, l'étudiant doit organiser sa présentation. Ça veut dire que ils vont voir comment on fait une problématique, comment on fait un plan. C'est pas de la cuisine. Comment on fait un plan? Parce que les plans bateaux qu'on apprend par cœur, principe, exception, c'est quoi? Condition, effet, voilà. Non, c'est bon, stop. D'accord? On demande quelqu'un qui a un peu du contenu. Alors, l'organisation de la dissertation, en 2 temps. Premier temps, il y a un travail préalable à faire. D'accord? C'est comme si il fallait débroussailler, il fallait avoir de la visibilité. Donc, il faut lire plusieurs fois le sujet. Il faudra le délimiter et après, il faut identifier le contenu que je vais mettre à l'intérieur. Deuxième temps, je vais rédiger. Alors, il faut laisser un temps suffisant pour la rédaction, mais aussi il faut se laisser un temps important pour le travail préalable.
Donc, c'est un exercice de gestion du temps, également la dissertation. Quand je vais rédiger, bien évidemment, je vais avoir une introduction. Je vais faire des annonces de plans. Je vais également avoir 2 parties, 2 sous-parties. Vous savez très bien qu'on est des juristes. On n'a pas les plans à 3 parties. Non, c'est 2 parties, 2 sous-parties. Je dois faire des transitions entre les parties. Je ne dois pas passer du coq à l'âne. Il faut qu'il y ait une organisation de la pensée qui est apparente tant dans le plan que dans les transitions. D'accord? Exactement. Il faut qu'il y ait un fil conducteur qui apparaisse dans la dissertation. Bien évidemment, une conclusion. Moi, je suis pour les conclusions. Conclusion qui ne fait pas un résumé du travail que j'ai dit avant. Ça ne sert à rien. Mais, exactement, je dois ouvrir sur un autre sujet. Je dois ouvrir sur une autre problématique. Le travail que j'ai traité, oui, mais il amène aussi d'autres questions. Et ça, ouvrir le sujet sur l'extérieur, c'est important. Oui? Oui, je peux ouvrir sur, effectivement, je peux dire l'application de cette nouvelle disposition amène d'autres problèmes. Est-ce que le législateur va-t-il envisager de résoudre ces nouveaux problèmes? Est-ce que ça va... Voilà, tu peux ouvrir aussi sur d'autres questions. Non, il n'y a pas de problème. Alors, travail préalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais d'abord éviter tous les problèmes liés à la mauvaise compréhension du sujet. Parce que c'est ça, des fois, les étudiants, ils foncent tête baissée et ils comprennent soit le mot, ils le comprennent mal, soit la structure, comment il est formulé, ils ont mal compris. Donc, il faut faire attention. Donc, bien lire le sujet. Et toujours réécrire le sujet sur le brouillon. Parce qu'en le réécrivant, vous imprimez des choses. Ah ouais, pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi ce mot-là, il l'a mis à la fin? La ponctuation, les mots entre eux. Est-ce qu'il y a de la coordination ou au contraire, on vous dit l'état de droit ou l'état du plus fort? Je ne sais pas pourquoi. État fédéral ou État fédéré. Ce ne sera pas la même chose si je vous dis l'État fédéral et les États fédérés. Donc, la façon dont c'est rédigé, la ponctuation et aussi la coordination entre eux. Donc, délimiter le sujet aussi. Ah, ça parle des États fédérés, État fédéral, droit constitue. Qui a des États fédérés, État fédéral? Les États-Unis, l'Allemagne, d'accord? J'essaye d'organiser, comment c'est organisé, est-ce que je dois comparer par rapport à la décentralisation? J'essaye d'organiser, dès le début, j'essaye de voir où je suis. Comme ça, je sais que je vais cibler telle partie du cours qui est dans ma tête. Parce que vous savez très bien, notre cerveau, il fait des tiroirs. Donc là, je me dis, tiroir, État fédéral, État fédéré, donc droit constitue, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, droit, alors ça serait le système allemand avec l'État et les Länder, ce serait le système américain avec les États fédérés et l'État fédéral. Donc voilà, j'aurai un sujet comme ça à traiter. Et ensuite, je vais identifier le problème qui est lié au sujet. Qu'est-ce qui pourrait être le problème des États fédérés et de l'État fédéral? Ce serait un problème lié peut-être aux compétences, entre le partage de compétences entre l'État fédéral et l'État fédéré. Qu'il y ait est-ce qu'au contraire, il y a une domination des États fédéraux sur l'État fédéral ou l'inverse? Voilà, j'essaye de voir à peu près quel serait le problème lié à ce sujet-là. Donc, je commence comme ça. Et plus je vais mobiliser de connaissances et plus je vais avoir des notions et des notions que je vais confronter entre elles. Alors, le sujet de la dissertation, pour éviter le hors-sujet. Le sujet, il prend en général une forme de dissertation. D'un sujet, c'est une question, ça peut être une phrase. La phrase, elle fait quoi? Une ligne, 2 lignes maximum. D'accord? Donc, je vais prendre les termes évoqués dans le sujet et je vais les classer. J'ai donné cet exemple de la place du juge dans le contrat.
Donc, je vais définir tous les termes. Et ça, je le fais dans le brouillon. Qu'est-ce que le contrat? Le contrat, c'est un acte juridique qui va lier deux parties ou plusieurs. Le contrat, il est fait au regard du consensualisme. Ça veut dire que les parties, elles s'organisent elles-mêmes. Le contrat, c'est un acte sous seing privé. C'est pas forcément fait devant un acte authentique. Comment ça s'appelle? Le contrat, il est fait librement. Il n'y a pas de formalisme. Les parties choisissent. Et pourquoi le juge? Pourquoi le juge dans le contrat? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Donc c'est bizarre, normalement les parties n'ont pas besoin du juge pour faire le contrat. Quand est-ce qu'il va apparaître le juge? Exactement, s'il y a un problème. Et s'il y a un problème, le juge, il peut faire quoi sur le contrat, vu qu'il n'était pas là quand ils l'ont signé? Alors, le juge, il a un rôle très limité dans le contrat. Le juge, il peut pas venir et modifier le contrat, parce qu'il dit c'est les parties qui ont voulu. Le juge, il peut pas modifier même si les circonstances changent. D'accord? C'est vraiment, le contrat, c'est ce qu'on appelle la loi des parties. On le verra ensemble au second semestre. D'accord? C'est vraiment la loi des parties. Le contrat devient la loi des parties. Donc le juge, quelle est sa place dans le contrat? Si le contrat il est déséquilibré, si une des parties est plus forte que l'autre et qu'elle presse, le juge il intervient dans quel cadre? Quand il y a des vices du consentement, le juge va interpréter le contrat, mais jusqu'où il va interpréter? Il doit interpréter que ce que ont voulu les parties. D'accord? Il peut pas rentrer dans le contrat, il est limité. Le juge, c'est ce qu'on appelle un tiers au contrat. Le juge ne peut pas réviser le contrat et encore moins le modifier. D'accord? Donc, le contrat, c'est la loi des parties. Le juge, c'est un observateur extérieur. Et c'est comme ça qu'on essaye de voir quelle est la relation qui, je dirais, presque antinomique entre le juge et le contrat. Ils sont pas, le juge, il n'est pas là pour modifier le contrat, il n'en a pas le droit. Donc, il est très limité dans sa capacité d'action dans le contrat. Donc, si on estime qu'il y a des différences, des définitions qui sont différentes, si on estime que il y a des hésitations sur des notions, et si par exemple on donne au juge le pouvoir, par exemple, de dire que cette clause-là, c'est une clause abusive, par exemple, et bien là, on se dit que le juge entre en quelque sorte par des biais un peu détournés dans le contrat. Donc ça, ces notions-là, qui vont marquer une rupture avec ce que j'avais dit avant, je dois les évoquer. Et je dire que oui, il y a des points où effectivement le juge n'a pas son mot à dire, il est extérieur, mais par contre le législateur lui a donné quelques points d'accès en quelque sorte au contrat. Et donc il faut présenter ces différentes significations et choisir quel est l'axe qu'on va tenir, d'accord? Est-ce que le juge n'a pas sa place dans le contrat, ou au contraire, il faut que le législateur il lui aménage une place, ou au contraire, il rester dans cette situation qui est là actuellement et dire que voilà, le juge, il a un regard extérieur, mais il va veiller à ce que il n'y ait pas de nullité, de vice du consentement et tout ça. Donc voilà, essayez de trouver un angle d'attaque du sujet de la dissertation. Il y a un point qu'il faut pas négliger aucun aspect du sujet. Sinon, je risque de tomber dans quoi? Le hors-sujet. Ou sinon, je vais évoquer que de manière partielle le sujet. D'accord? Si par exemple, je traite du rôle du juge en tant que juge dans l'interprétation du contrat, ben, je vais éliminer les autres points. D'accord? Je dois évoquer tout ce qui est lié au sujet pour éviter de tomber sur un traitement partiel du sujet. Également, la ponctuation, elle est importante, ce que je vous disais, et ou les mots, leur lien entre eux, ça aussi c'est important dans la structure du sujet et aussi dans sa délimitation.
Donc, quand vous faites votre travail de débroussaillage, j'ai envie de dire, il faut prendre des notes, d'accord? Et essayer de faire un espèce comment on appelle ça? Espèce d'arbre. Vous mettez, voilà. Alors ça va là, ça va là. Ah oui, ça c'est plutôt la partie, par exemple, dans le sujet qu'on a évoqué, État fédéral, État fédéré. Donc ça serait plutôt décentralisation. Ça, c'est une organisation de l'État. Nous, on est dans un système centralisé. On a un État unique. On a des régions. Est-ce que les régions, ça ressemble aux États fédérés? Ben non, il n'y a pas de gouvernement. Il y a une structure administrative. Bon, bref, j'essaye de vous dire. Vous essayez de mettre tout ça sur votre brouillon. Et vous faites une espèce de nébuleuse et vous dites, voilà, qu'est-ce qui peut poser problème dans le cadre de l'étude de ces notions. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit les notions mobilisées. Donc, il faut mobiliser à ce moment-là toutes vos connaissances. C'est là où vous allez presser votre cerveau. Vous allez dire, voilà, tout ce que je dois sortir qui est lié au sujet. Étape importante, c'est à faire sur le brouillon. D'accord? Donc, il faut filtrer aussi les éléments qui sont accessoires, qui sont secondaires, qui sont pas pertinents. Ça, je les mets à part. Je les mets en bas. D'accord? Peut-être qu'ils pourront me servir pour peut-être l'extension du sujet dans la conclusion. D'accord? Mais vous les mettez pas dans votre arbre, dans la nébuleuse que vous allez dessiner. D'accord? Ensuite, il faut avoir... une fois que j'ai déterminé toutes les connaissances qui étaient nécessaires, eh ben, il faut que je les organise de manière logique. D'accord? C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. J'ai beau avoir des idées, il faut que je les organise de manière structurée. Sinon, ça sert à rien. D'accord? Donc, l'organisation logique, c'est quoi? C'est trouver une problématique, faire un plan qui répond à la problématique. D'accord? Et donc, la problématique, astuce. Toujours la problématique, elle découle de l'intérêt suscité par le sujet. D'accord? Pourquoi on parle pourquoi le sujet c'est État fédéral, État fédéré? Qu'est-ce qui pourrait poser problème dans la relation entre État fédéré et État fédéral? Le problème du chevauchement des compétences, exactement. Parce que vous êtes tous les deux, l'État fédéral et l'État fédéré, c'est comme si vous aviez un État dans l'État. D'accord? Ils demandent l'indépendance, ils ont leur propre gouvernement, il y a leurs propres règles de droit. Oui, et après vous avez un autre degré supérieur avec la même organisation, gouvernement, État. Est-ce que c'est un doublon? Est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement? Est-ce que c'est approprié pour tous les États? C'est parce que les États-Unis, c'est un grand pays, donc ça se prête mieux au fédéralisme. Ben non, on a le cas de l'Allemagne qui est un plus petit État que les États-Unis et qui vivent sur le fédéralisme. Oui, mais les Allemands, en fait, ils étaient obligés de fonctionner sur le fédéralisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Allemands, c'était la réunion de plusieurs royaumes. Et il y a eu l'unification allemande. D'accord? C'est plusieurs royaumes. Le problème de État fédéral, État fédéré, c'est que ça peut développer des États fédéraux qui vont vouloir au-delà de l'indépendance. Ils voudront aller plus loin, ils voudront se détacher de l'État fédéral. Je sais pas, j'essaye de me projeter. Voilà les problématiques que vous pourriez évoquer par rapport à ce sujet-là. Dans le sujet du contrat avec le juge, le contrat, c'est les parties qui signent entre elles. Mais parfois, l'une des parties, c'est une partie faible. Est-ce que le juge, on peut lui donner son rôle de protéger la partie faible? Est-ce que le juge, il a le droit de rentrer dans le contrat? Non, il n'a pas le droit de rentrer dans le contrat, mais on peut lui donner des moyens pour lisser quand il y a des équilibres entre les parties. Je vous dis des choses. C'est là où vous devez imaginer le problème, les atomes crochus en quelque sorte du sujet. Voilà. Oui, le sujet il est bien et tout, mais voilà quels sont les problèmes qui peuvent être tirés du sujet. Donc, quand vous allez définir les termes,
et que vous les définissez bien, eh ben, vous allez avoir cette problématique qui va émerger du fait de la contrariété des notions entre elles. Donc, si c'est posé ces notions, c'est que forcément, il y a un problème entre eux. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faudra faire attention quand vous lisez le sujet, de ne pas foncer tête baissée. Définir les termes. D'accord? Vérifier la coordination entre eux et la ponctuation. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça va donner des étincelles de problèmes entre elles. D'accord? Je dis pas que le juge et le contrat, ils n'ont pas la même finalité. D'accord? Les parties, elles n'avaient pas besoin du juge. Le juge, il est là pour rendre des décisions de justice, mais il rentre pas dans le contrat parce que pour lui, le contrat, c'est la loi des parties. Et si les parties veulent changer le contrat, c'est parce qu'elles le veulent et pas lui. D'accord? Donc, voilà pour la problématique. D'où la nécessité de mobiliser énormément de connaissances. La problématique, c'est aussi le fil conducteur. C'est ce que cette problématique, elle va vous donner un plan. Et ce plan, il répond à la problématique. Donc, la problématique va guider le raisonnement de l'étudiant en formant la question à laquelle l'intégralité du devoir doit répondre. D'accord? Donc, les parties sont des réponses à la problématique. Et donc, en réponse, en fait, ça veut dire en démonstration. D'accord? Il faut que j'argumente. Le juge, effectivement, dans une première partie, le juge n'a pas sa place dans le contrat, par exemple. Le juge ne peut pas réviser le contrat, même s'il y a une prévision. Oui, alors la problématique, ça va être une question, ou ça peut être une question formulée, que vous avez formulée sans forcément avoir... ça peut, en fait, la problématique, c'est vous allez mettre dans quelle mesure, mais d'abord, il faut l'enrober en quelque sorte, la problématique. Il convient et il est important de soulever qu'un certain nombre de problèmes existent quant au rôle du juge. Il a été soulevé que le juge ne pouvait pas entrer dans le contrat. Mais on lui demande de l'autre côté de protéger la partie faible. Voilà, exactement, c'est des phrases que vous avez rédigées. Et c'est là où vous dire dans quelle mesure peut-on laisser le juge entrer dans le contrat sans pour autant porter atteinte à la loi des parties. D'accord? Ce serait quelque sorte une problématique comme ça. Première partie, effectivement, le juge n'a pas sa place dans le contrat reste la loi des parties. En deuxième temps, le juge vient encadrer, en quelque sorte, intervenir et interpréter certaines dispositions, donc sans pour autant, il intervient d'une manière indirecte dans la protection des intérêts du consommateur, de la partie faible, qui peut être le salarié et tout ça. C'est comme ça que vous répondez à la question. Vous dites, oui, il n'a pas sa place, mais il a ce rôle de modérateur, dans une certaine mesure, notamment quand il est en présence de ça et ça et ça. OK? Donc, c'est une démonstration que vous devez faire. Effectivement, le juge n'a pas sa place dans le contrat, mais on peut lui donner des moyens pour temporiser quand il y a une partie qui est faible, aussi parce que le juge peut rentrer dans l'interprétation du contrat quand il faut identifier ce qu'on appelle les clauses abusives. Ça, vous le verrez, on le verra ensemble au second semestre. Comment faire un plan? D'accord? C'est ce que je vous ai dit. Le plan, il répond à votre question. Donc, c'est le cadre dans lequel vous allez mettre vos idées fondamentales. Et surtout, il faut que c'est un plan qui doit être structuré et équilibré. Deux parties, deux sous-parties. D'accord? Et puis, à l'intérieur, il faut qu'il y ait la même longueur que dans la première partie et la deuxième partie. Ensuite, je vais vous donner une petite astuce, il faut que le plan il soit apparent. Apparent, ça veut dire vous mettez l'annonce de plan, vous faites l'introduction et ensuite vous faites l'annonce de plan
vous mettez pas je dans une première partie. L'étude portera sur le rôle effacé du juge dans le contrat. Puis, dans un second temps, le juge peut avoir certaines prérogatives en matière d'interprétation ou d'identification, par exemple, des clauses abusives. D'accord? Donc, ne mettez pas « je » dans la dissertation. D'accord? C'est fini. Pas « je ». Peut-être « nous », le « nous » impersonnel, ok? Mais pas « je ». Exactement. Donc, le plan, il faut qu'il soit apparent. Ça veut dire que vous faites grand 1 et vous mettez. Ensuite, le grand 1, vous faites les chapeaux, d'accord? Pour annoncer le A et le B. D'accord? Comme ça, c'est structuré. Donc, il peut y avoir plusieurs plans et il n'y a pas un plan qui est meilleur que l'autre. Et il n'y a pas, je sais, il y a des gens qui disaient avant, il y a des plans bateaux à apprendre. Ça fonctionne pas. Parce que c'est des plans qui ne sont pas, voilà, il n'y a pas eu un effort de réflexion et d'argumentation. Donc, l'organisation du plan. Donc, l'élément essentiel lors de la construction du plan, c'est de respecter la logique. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec l'argumentation. Donc, les idées qui sont exprimées doivent être distinctes, mais il faut qu'elles soient les unes liées aux autres. D'accord? Il faut qu'il y ait un raisonnement, il faut qu'il y ait un cheminement. Les idées, elles doivent s'articuler de manière logique et elles doivent être cohérentes entre elles. Il faut qu'il y ait un fil conducteur entre les idées et surtout que vous allez démontrer quelque chose. Parce que votre lecteur, vous devez lui démontrer que le fait qu'il y ait cette superposition entre État fédéral et État fédéré, parfois, ça peut avoir des complications et amener certains États à demander carrément leur indépendance. Contrairement à un État centralisé et unitaire. D'accord? Vous avez des idées, il faut les mettre en valeur dans le cadre de d'un plan qui est structuré. D'accord? Des fois, vous avez, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup qui disent « ouais, principe exception ». Oui, ça marche. Mais d'abord, si vous faites cette logique du principe et de l'exception, il faut d'abord traiter le principe avant de traiter l'exception. D'accord? Ça, c'est la base. Si vous voulez dire, voilà, la règle, c'est ça, mais il y a des exceptions, ou il faudrait qu'il y ait des exceptions, par exemple, si vous dites qu'il y a une règle, mais il n'y a pas d'exception, vous devez les trouver, c'est à vous de les imaginer, par exemple, mais d'abord, vous devez traiter le principe. Alors, la rédaction de l'introduction. Introduction, c'est la partie que vous allez rédiger, écoutez bien, intégralement dans votre brouillon. C'est le seul truc que vous allez rédiger. Parce que parfois, quand je suis dans les examens et que je tourne, je vois des étudiants qui rédigent tout le travail au brouillon. Vous rédigez que l'introduction et le plan. Et à l'intérieur du plan, vous mettez des mots-clés. Le reste, vous ne le rédigez pas, vous le rédigez à l'intérieur. D'accord? Donc, l'avantage, c'est de rédiger intégralement la dissertation au brouillon dans un premier temps. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent apparaître, notamment parce que c'est vrai qu'il y a des profs qui vont lire l'introduction et pas trop lire le détail du développement du travail. Ça reste entre nous. Mais si vous faites une bonne introduction et vous faites des plans apparents, je vous assure que vous pouvez avoir facilement une très bonne note. Bon, je dis pas que le contenu ne doit pas suivre. Bien sûr que le contenu, il doit suivre. Mais vous avez déjà gagné 70 voire 80% de la sympathie du prof. Parce que je veux vous dire quelque chose, c'est en lisant l'introduction, le prof, il sait quelle note il va mettre. D'accord? C'est pour ça que l'introduction, vous devez la maîtriser. Et je vais vous donner les points à faire dans l'introduction pour la maîtriser. Donc, vous devez présenter dans l'intro l'enjeu du sujet,
démontrer que l'étudiant, que vous avez su contextualiser le problème, que ce soit dans un cadre social, historique, voilà, vous avez réussi à fixer le sujet. Ensuite, vous allez définir tous les sujets, les termes du sujet qui sont à l'intérieur. Il faut tout définir. Et toutes ces définitions, vous les mettez dans l'introduction. Ensuite, vous allez mettre en lien ces définitions pour essayer de dégager le problème. Et ensuite, il faut faire, avec cette problématique, envisager un plan. C'est comme ça, ça doit arriver de manière fluide. Donc, c'est ce fil conducteur que vous devez identifier et qui va vous permettre de cadrer votre introduction. Attention, il y a des gens qui font des introductions bidons. Ça veut dire quoi, introduction bidon? Ça veut dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire un résumé d'un travail. Ils vont pas trop définir les sujets et ils vont faire plutôt un résumé de ce qu'ils savent du sujet. On n'est pas dans une question de cours, on est dans une dissertation. Donc, même si vous n'avez pas mobilisé toutes les connaissances, mais vous arrivez à faire une problématique, vous arrivez à identifier les problèmes, vous avez défini les termes, vous avez un peu de connaissances que vous organisez, vous serez beaucoup plus efficace que quelqu'un qui a la connaissance mais qui n'aura pas organisé. Vous comprenez? Tout est lié dans l'organisation et surtout la maîtrise de cette méthodologie qui est assez rigoureuse quand même. L'étape. Alors, j'ai schématisé l'introduction. Voilà, avec ces points-là. Première chose, faire une phrase d'accroche. La phrase d'accroche, c'est de dire quoi? Le sujet que vous avez posé, c'est en quelque sorte le meilleur sujet du monde. État fédéral, État fédéré, je sais pas. Actuellement, je sais pas, les États-Unis se trouvent face à des revendications des États fédérés en matière de législation. Vous trouvez un truc, les États fédérés ne sont pas d'accord avec l'État fédéral en matière de politique commerciale. Je ne sais pas, vous allez trouver quelque chose qui est lié avec l'actualité. Vous comprenez? Les Länder en Allemagne ne souhaitent pas poursuivre la politique de l'État fédéral en matière d'immigration. Vous mettez en lien le sujet. C'est comme si vous dites au professeur, mais votre sujet, il est magnifique, monsieur, c'est un sujet d'actualité. Vous n'aurez pas pu mieux tomber comme sujet. D'accord? C'est pas un peu... oui, c'est mettre le sujet comme étant essentiel, important, d'actualité. Je reprends le juge et le contrat. Actuellement, le législateur essaye d'améliorer la loi sur la protection du consommateur. Effectivement, le contrat est la loi des parties, mais qu'en est-il quand cette partie est faible et qu'elle n'arrive pas à se défendre? Est-ce que, voilà, vous comprenez? J'essaye de trouver, de rattacher avec l'actualité le sujet qui a été posé. Ensuite, je vais expliquer le contexte du sujet. Et du droit commun, du droit commercial, du droit des contrats. Là, on était dans le droit constit. Ensuite, je vais définir tous les termes du sujet. Qu'est-ce que le contrat? Qu'est-ce que le juge? Qu'est-ce que c'est la place? Qu'est-ce qu'il faut entendre par place? Est-ce que la place, ce serait un rôle? Est-ce que c'est un rôle actif, un rôle passif? C'est un rôle d'observateur? Est-ce que la place, ça veut dire qu'il est juste là pour observer ou au contraire, on va lui demander d'être actif, de regarder ou d'être actif, de s'impliquer? Vous comprenez? Il y a un sens aussi à donner aux mots qui sont dans le sujet. Ensuite, fixer l'intérêt du sujet. Tout découle de ça. La problématique. Et ensuite, l'annonce de plan. On va terminer avec ça bientôt. Le corps de la dissertation. Donc, les développements, ils doivent respecter les exigences matérielles. Donc, voilà, il y a quand même une certaine flexibilité dans la dissertation. Vous devez avoir des connaissances. Vous les aurez parce que vous allez réviser vos examens. Donc, il faudra manger votre cours. Et donc, il faut surtout coller au sujet, coller aux termes, aux définitions. Plus vous collez aux termes, plus vous allez éviter le hors-sujet.
Également, il faut que les titres ils soient en adéquation avec votre problématique. D'accord? Parce que si vous avez aussi, vous pouvez avoir quelqu'un qui a un titre qui est parlant et après le contenu, il est bof. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le titre et le contenu, entre le fond et la forme. Donc, il faut que les développements suivent une progression logique et ordonnée. Et l'étudiant, il doit démontrer au lecteur qu'il a bien compris le sujet et qu'il essaye de faire une démonstration logique du sujet qui a été posé. Les développements, ils doivent être convaincants et ils doivent aussi montrer au lecteur que vous connaissez, vous maîtrisez votre cours. D'accord? Donc, en même temps, je maîtrise le cours et en même temps, j'argumente. Également, je dois faire preuve de synthèse, donc je peux pas tout mettre, ou je vais synthétiser ce que je vais mettre. Et donc, ça va m'obliger à rédiger de manière synthétique. Je ne suis pas obligée d'avoir une conclusion, d'accord? La partie, le grand 2, partie B, d'accord? Ça peut faire office de conclusion, mais je ne suis pas obligée. Par contre, je peux vous dire que ouvrir le sujet, conclure sur l'ouverture d'un autre sujet, d'une autre problématique, ça montre aussi au lecteur que l'étudiant a voulu élargir son champ de recherche. Ça, c'est juste une technique à l'intérieur de vos développements. C'est ce qu'on appelle les procédés argumentatifs. C'est un truc que j'ai rajouté pour vous. Si, par exemple, vous devez expliquer, il faut rédiger et amener une série de précisions, d'accord, qui permettent d'éclairer, en fait, le lecteur et de répondre au questionnement que vous avez posé. Donc, ça va, en quelque sorte, étayer le point de vue. Explication. Donc, vous allez expliquer qu'est-ce que l'État fédéral et pourquoi. La démonstration, c'est-à-dire qu'on va chercher avant tout à justifier un point de vue. Donc, quand vous allez rédiger, vous pouvez utiliser ce procédé argumentatif pour présenter, en fait, ou démontrer une situation, d'accord, qui va de soi et qui est, par exemple, qui est nécessaire. Vous pouvez également, à l'intérieur, faire des réfutations, de dire que ça, ce n'est pas bon. Au contraire, que ça porte atteinte au droit. Par exemple, ça veut dire que là, vous allez utiliser tout le champ lexical de l'opposition, de la négation, dire que voilà, ça, je n'adhère pas à ça. Et pourquoi je n'adhère pas à ça? Je dois le justifier. Donc ça, c'est ce que vous pouvez mettre à l'intérieur de vos développements comme procédé d'argumentation. Vous êtes pas des machines, vous êtes des individus dotés de raison. Donc quand vous devez rédiger, vous rédigez avec raison et vous pouvez critiquer. Dernier point, avant de vous laisser partir, la délibération. Ça veut dire que à la fin, je vais trancher entre les opinions. Je vais peut-être présenter des opinions et je vais trancher. Selon moi, quelle est l'opinion qui est pertinente, qui est dominante, qui est nécessaire. Et donc là, ça arrive à la fin d'une argumentation où j'ai présenté plusieurs arguments que j'ai étudiés. Et là, j'examine l'argument qui est le plus pertinent au regard de la situation que j'ai évoquée. Donc, on en a terminé sur la rédaction. On en a terminé aussi avec le cas pratique, la méthodologie. Donc, la semaine prochaine, on fera notre dernière séance. Je vous rajoute une. Et elle se fera sur l'initiation à la culture juridique. Et ce sera notre dernière séance. D'accord? Ok, merci.